Bonjour à tous. J'ai envie de vous lire aujourd'hui un extrait de mon livre, en fait le début, les premières pages de mon livre La vie est un trampoline, dans lequel je vous raconte mon parcours chaotique qui m'a mené d'une condamnation au fauteuil roulant par les médecins à une auto-guérison 13 ans plus tard, à force de revenir à une écoute de moi, qui m'a permis donc d'avoir aujourd'hui la vie dont je rêve et d'être toujours sur mes deux jambes, en pleine forme, en pleine santé. Alors donc ce livre s'appelle La vie est un trampoline. La préface. Voici le témoignage d'un parcours de vie. Comme tout récit, celui-ci est subjectif. Les lieux et prénoms ont été changés par souci d'anonymat et de respect de la vie privée de chacun. Cela peut parfois rendre la lecture un peu moins fluide et je m'en excuse. J'invite le lecteur à être à l'écoute de ses émotions lors de la lecture de ce livre, d'y poser de la conscience. Chaque résurgence d'émotions vous apportera un éclairage sur une zone du passé à pacifier en vous, et ainsi avancer sur le chemin de la guérison. Surtout rappelez-vous que la vie vous présente uniquement des épreuves que vous êtes en capacité de transcender. Belle guérison à tous et bonne lecture. Après, j'ai mis une citation de Krishnamurti que j'adore. Sans amour, vos problèmes iront croissant et se multipliant à l'infini. Mais avec l'amour, quoi que vous fassiez, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de conflit. L'amour alors est l'essence de la vertu. Donc c'est de Jiddu Krishnamurti, pour ceux qui connaissent. Chapitre L1, Rébellion. 14h14. Une femme s'assied sur un banc au bord de l'Erdre. Ce banc, elle le connaît bien pour y avoir dormi lorsqu'elle était à la rue. Un homme barbu, chantant à voix haute, vient s'installer près d'elle. Elle n'y prête pas attention tout de suite, perdue dans ses pensées. Des badauds profitent du soleil printanier pour se balader au bord de la rivière. Un couple dont la femme est en fauteuil roulant passe devant eux. L'homme du banc la sort de ses pensées. « Tu sais, cette femme pourrait marcher. »« Je sais. J'étais comme elle avant. »« Tiens, d'habitude on me prend pour un fêlé. On pourrait bien avoir une conversation intéressante. » Chez moi, on dit qu'il faut être un peu fêlé pour laisser entrer la lumière. « Tu me racontes quand tu as reçu ta première lumière ? » Si tu veux, mais j'espère que tu as un peu de temps. Encore faudrait-il que le temps existe. C'est vrai. D'ailleurs, si tu en as l'envie, je te parlerai de mon expérience du temps tout à l'heure. Mais je peux déjà te raconter ce qui me vient à l'esprit lorsque tu évoques une première lumière. Je me rappelle d'un après-midi de joie dans le jardin familial. Le soleil est là. Mon petit frère et moi ramassons les cerises qu'il nous jette depuis là-haut. Il est monté sur l'échelle et a grimpé sur la plus haute branche. Il me paraît si grand vu d'en bas. Mon père. Il cueille toutes les cerises juteuses à sa portée et essaie de viser les grandes corbeilles d'osier que nous avons posées au pied de l'arbre. Il marque quelques paniers, mais une multitude de billes rouges et sucrées viennent rebondir sur l'herbe verte. On se bat pour en ramasser le plus possible, chacun essayant de remplir sa corbeille le plus vite. J'ai 7 ans, mon petit frère en a 3. Alors ma mère l'aide, tandis que nous avons la langue rougie du jus de sel qui sont trop abîmés pour patienter à être mangés. En levant la tête vers mon père, tout là-haut, le soleil me fait face et m'éblouit. Je ne peux que distinguer sa silhouette, mais pas les traits de son visage. Je le sens concentré sur sa mission, ne laisser aucune couleur à ce fruitier accompli. Je porte un sentiment intense de joie dans mon cœur pour ce moment rare et précieux. Tout à coup, j'ai envie de serrer fort contre moi mon doudou, un âne en peluche complètement en lambeaux avec lequel je dors toutes les nuits. Nanan. Je prends le petit chemin bordé d'œillets et d'iris pour rejoindre la maison en courant afin de partager ce moment avec ma peluche. Quand je sors de ma chambre, avec mon ami de tissu dans les bras, je suis étonnée de voir ma mère, que j'avais laissée à l'instant dans le jardin, en train de parler vite et fort au téléphone. Elle semble paniquée. Je ressors et emprunte le petit chemin, les iris et les œillets sur ma droite, pour retourner au cerisier et à ce moment de fête et de légèreté.
Je ne vois pas encore le jardin, mais aperçois mon frère qui arrive à ma rencontre en courant. Arrivé à ma hauteur, du haut de ses 3 ans, il me lâche. « Papa est encore mort, papa est encore mort !» Puis file rejoindre ma mère dans la maison. Je me retrouve totalement figée. Les œillets aussi sont à l'arrêt malgré la brise estivale. Le temps s'est arrêté. C'est le tourbillon dans ma tête, entre la curiosité irrésistible d'aller voir ce qu'il s'est passé, là-bas, au fond du jardin, et la peur tétanique d'y faire face. Une idée me frappe. Papa est encore mort ? D'où sort ce encore ? Quand était-il déjà mort ? Je cherche et creuse dans ma mémoire, mais ne trouve pas la réponse. Pourtant c'est sûr, je dois savoir au fond de moi ce que cela veut dire, sinon pourquoi aurais-je si peur ? Je sens une présence sur ma gauche, entre la haie de buis et moi. Je vois une femme. Je ne la vois pas comme je vois mes frères ou mes amis, je la vois d'une autre manière. Comme si son apparition était une combinaison de tous mes sens. Je la ressens. Je la trouve incroyablement belle. Elle a un visage si doux, si rassurant. Elle porte une tenue verte et a l'air de flotter. Elle semble si légère. Je me dis à cet instant que plus tard, je souhaite ressembler à cette femme. Oh oui, je voudrais tant être comme elle. Elle s'approche de mon oreille et me chuchote avec conviction. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Puis elle disparaît instantanément. À cet instant, je n'ai plus peur. Je ressens une force incroyable en moi. J'avance d'un pas décidé vers le jardin. Je découvre mon père allongé, au pied du cerisier, inconscient, les cerises tombées au sol ayant taché son pull et son jean. Mon père reviendra de l'hôpital une semaine plus tard, et la vie reprendra comme si de rien n'était, comme si nous étions déjà habitués au fait qu'il allait mourir 100 fois et être sauvé 1000 fois. Qui s'est retrouvé sans ses jambes, toi ou ton père ? Il y a beaucoup à dire. Je veux bien te conter en partie mon histoire, mais par où souhaites-tu que je commence ? Quand as-tu commencé à ne pas t'écouter ? Toi au moins tu es direct. Je crois que j'ai cessé de m'écouter dès la plus tendre enfance. Je fais partie des personnes qui ont des souvenirs quasiment jusqu'à la naissance. Rajoute à ça les souvenirs de plusieurs incarnations précédentes, et tu te retrouves avec un sacré bordel dans la tête. Depuis petite, je n'avais de cesse de demander à mes parents pourquoi j'étais une fille, et pourquoi je vivais en France avec eux. Où sont mes vrais parents ? Ma mère n'en pouvait plus de me répéter qu'elle ne comprenait pas ma question. Elle me jurait être ma vraie mère, et, selon elle, j'avais toujours été une fille. Je l'agaçais. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose me turlupinait. Ce corps que je voyais dans la glace me paraissait complètement étranger. Je passais des heures, face au grand miroir de ma chambre, à essayer de voir derrière mes yeux, au plus profond de mon âme, pour découvrir qui j'étais. Au fond de moi, je le savais. J'étais un homme et mes parents vivaient en Allemagne. Alors que faisais-je là ? Dans ce corps si féminin et avec ces gens que je ne connaissais pas, où était ma vraie famille ? À 7 ans, je suis partie en voyage scolaire en Allemagne. C'est là-bas que c'est devenu une évidence. Je me sentais chez moi. Cette langue chantait à mes oreilles. Mon cœur vibrait d'une joie nouvelle de me sentir à ma place. Ma mère m'a pourtant montré les photos d'elle à la maternité, me tenant dans ses bras, fraîchement sortie de son ventre. Je m'interrogeais chaque jour. J'avais bien compris que j'étais Durga, petite fille française née à Angers. Mais alors d'où me venaient ces souvenirs de guerre, de fuite et ce sentiment intrinsèque d'être un homme au plus profond de moi ? Le bruit des pas des militaires me procurait des crises d'angoisse terribles. J'en faisais des rêves cauchemardesques, presque chaque nuit, me réveillant en sueur. Un cauchemar est revenu sans cesse pendant des années. Toujours le même. Je suis un homme en tenue militaire, il fait nuit sombre et je suis paniquée. Je sens qu'on me cherche, et si on me trouve, je serai exécutée. Je me réfugie dans une ruelle, plaque mon corps dans l'ombre d'une porte cochère et retiens ma respiration. J'entends le bruit des pas cadencés des militaires à ma poursuite. Le son de leurs bottes sur les pavés me glace le sang. Je jette un œil pour voir où ils sont. L'un d'eux m'aperçoit et alerte ses camarades. La terreur m'envahit et je me réveille en sursaut. Et je te le donne en mille. Devine quel métier faisait mon père ? Je sais pas, majorette chez les SS ?
Presque. Il était démineur et me traînait à la caserne de l'armée tous les mercredis. Je mangeais aux messes avec lui et ses collègues haut gradés. Il m'apprenait également en cachette de ma mère à désamorcer des mines le week-end. Je me souviens qu'on disait à ma mère qu'on fabriquait une maison en bois pour mes poupées au sous-sol de la maison. Quand elle descendait pour nous dire de venir à table, il fallait être rapide pour camoufler les preuves de notre expérience secrète. J'ai décidé de ne plus embêter ma mère avec mes questions et me boucher les oreilles quand je voyais les collègues de mon père traverser la caserne en rythme. Je me suis aussi bouché la conscience sur mes ressentis et expériences inexplicables. Je comprends que tu aies cessé de t'écouter. Qui d'autre a manqué à t'écouter ? Mes professeurs. Depuis le CP, chaque année, ils nous posaient la question fatidique « Quel métier voudrais-tu faire plus tard ?» Et ma réponse restait invariable avec les années « Je veux être danseuse ». Il n'y a rien, vraiment rien, qui me mettait plus en joie que de danser. Je me sentais connectée à l'amour quand je montais sur scène. Un sentiment de bien-être m'enveloppait et j'avais la certitude d'être à ma place. Mon second choix était de devenir bonne sœur. J'en rêvais depuis que j'avais lu un livre sur la vie de Mère Teresa. J'échangeais beaucoup de lettres à ce propos avec une grande tante qui a monté un orphelinat au Bangladesh après être rentrée dans les ordres, sœur Lucie. Les premières années, mes parents et professeurs accueillaient ma réponse avec sourire. Puis avec le temps, les adultes trouvaient ma lubie moins charmante. S'ensuivait la redondante question « Oui, mais que veux-tu faire comme vrai métier ?» Voilà mon tour d'être dans l'incompréhension. Qui a décidé que danseuse n'était pas un vrai métier ? Plus on me l'interdisait, et plus ma volonté se faisait de faire. Les quelques fois où j'essayais de les contenter en leur citant un vrai métier, leur consternation était au summum lorsqu'ils m'entendaient dire astronaute ou pilote de chasse. Mais enfin, Durga, pour ces métiers, il faut être bon en maths, avoir une vue extraordinaire, et puis ce sont des métiers d'hommes. Alors, faute de soutien, je revenais tant qu'à faire à mon premier amour, la danse. Mes parents passeront leur vie à me le rappeler, il ne faut pas confondre rêve et réalité, hobby et métier. Tu comprends, Durga, si tu as un accident et que tu ne peux plus danser, de quoi vas-tu vivre ? C'est de cette façon qu'ils ont commencé à nourrir la rage qui grandissait en moi. Si personne ne croyait en moi, alors j'allais le faire moi-même. J'allais leur prouver à tous qu'ils avaient tort. En faisant ça, ma passion pour la danse, qui était source de joie, est devenue un acte de rébellion envers ce système et cette caste parentale. Aussi, s'est ajouté le fait que je parle de choses totalement incongrues pour mes parents. Tu me rends curieux. Raconte-moi tes incongruités. En effet, tu as l'air curieux, mais ta curiosité m'amuse, alors si tu veux, je veux bien te raconter. Un jour, alors que nous étions à table, je devais avoir 7 ans, je leur parle des personnes qui viennent veiller sur moi chaque soir au pied de mon lit. Leurs yeux ahuris et leurs sourcils froncés ne m'ont pas rassurée. Ils m'ont fait la leçon sur le fait de savoir distinguer réalité et imaginaire. Durga, il n'y a personne au pied de ton lit le soir. Mais si, je leur ai décrit les visages et silhouettes qui étaient là chaque soir. J'en ai rajouté une couche en leur parlant des régulières visites de la Vierge que je recevais dans ma chambre ou dans le jardin. Ils se sont alors énervés et m'ont interdit d'en parler à qui que ce soit. Je ne devais pas faire honte à la famille. Je ne comprenais pas. Je n'en avais jamais parlé jusqu'ici car il me semblait tout à fait normal de vivre ça. C'était mon quotidien. Tu te vois, toi, dire « Vous avez vu, l'herbe est verte et le ciel est bleu ?» C'est complètement con. Je pensais que ce qui était évident pour moi l'était également pour les autres. Je me trompais lourdement. Nous ne vivons pas tous dans la même réalité. J'ai également grandi avec ce que j'appelle des flashs. Là aussi, je pensais que c'était le lot quotidien de tous. Je me trompais encore. Régulièrement, il se passait quelque chose. C'était comme si on me passait un film, sans que je n'aie rien demandé, à la fois dans ma tête et devant mes yeux. C'était plutôt comme le teaser d'un film que je voyais en avance rapide. Je ressentais dans mon corps ce qu'il s'y passait. Cela durait à peine 1 seconde, mais pouvait raconter une longue histoire. Ce n'est pas évident à décrire. J'étais souvent bouleversée après ça, car généralement il s'agissait de films tristes. J'ai vu beaucoup d'incendies, de crashs d'avions, de bombes explosées. Surtout, je ressentais la souffrance et la peur des personnes blessées ou tuées. Cela me terrorisait. La première fois que j'en ai parlé à ma mère, je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions sur le parking d'un supermarché. Nous avancions vers la voiture quand je lui ai dit de faire attention. Je lui ai dit
Les personnes là-bas, elles vont se disputer et leur chariot va se mettre à rouler vite. Attention de ne pas te cogner. » Lorsque quelques secondes plus tard, la scène s'est effectivement déroulée comme prévu, j'ai vu ma mère blêmir et me secouer. « Comment savais-tu » Je lui ai répondu étonnée mais calme. « Comment ? Tu n'avais pas vu ce qui allait se passer ? Enfin, Durga, comment voulais-tu que je le sache ?» Je n'y comprenais plus rien. Je lui ai expliqué que ça m'arrivait souvent de voir ce qui allait arriver très prochainement. Elle n'a pas dit un mot jusqu'au retour à la maison. Dans ma tête, je me suis dit que j'aurais mieux fait de me taire. Je l'ai sentie déçue, encore, par qui j'étais. Elle s'est enfermée dans sa chambre pour en parler à mon père. Je suis allée dans la mienne, me regarder dans le miroir en me demandant ce qui clochait encore avec moi. Ils ne m'en ont en fait jamais reparlé et ont agi comme si rien ne s'était passé. Finalement, c'est à l'âge de 11 ans que ça a dégénéré. Ma mère est venue m'annoncer que nous irions voir un ami de la famille, malade du cancer, dans 15 jours. Je lui ai répondu du tac au tac que nous devrions y aller cette semaine, car dans 15 jours il sera trop tard pour voir son ami. J'ai rarement vu les yeux verts de ma mère devenir aussi noirs. Elle s'est écriée que je n'avais aucun cœur et que j'étais vraiment une mauvaise personne pour dire des choses pareilles. Je me sentais perdue. Je ne comprenais pas ce que j'avais dit de mal. Je pensais pourtant bien faire en l'alertant. Une semaine plus tard, nous apprenions le décès de son ami. Je pense que c'est la colère et la peine qui l'ont incité à rentrer comme une trombe dans ma chambre pour me demander ce que j'avais fait. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Elle me demandait en fait pourquoi j'avais tué son ami. À cet instant, mon cœur s'est déchiré pour longtemps. Était-ce vraiment de ma faute ? Et si je n'avais pas eu de flash concernant son décès, serait-il tout de même mort ? Ma réalité s'est écroulée. Et si ma mère avait raison ? Et si mes flashs créaient la réalité ? J'ai passé des semaines à pleurer toutes les larmes de mon corps en cachette, repensant à tous les flashs que j'avais eus depuis petite. Combien de morts avais-je causé ? Elle avait raison, j'étais un monstre. J'ai donc demandé très très fort à l'univers de ne plus avoir de flash, plus jamais. Selon moi, lorsque l'on demande quelque chose très fort à l'univers, la source, Dieu, appelle-le comme tu veux, on s'en fout, il nous écoute toujours. Les flashs sont partis et ne reviendront qu'à l'âge de 16 ans. J'ai tout enfoui au fond de moi et ne voyais même plus aucun défunt, plus aucune visite de la Vierge. J'ai pu commencer à avoir une vie normale, à m'occuper de questions basiques d'adolescente. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes comme toi dans ton entourage ? Oui et non. En fait, depuis petite, il y avait quand même un truc qui me posait question. J'ai vu mon père soigner des amis avec ses mains. On n'en parlait jamais à la maison. Mais une fois, je l'ai vu soigner une amie d'une verrue. Il a frotté une pièce sur la verrue avec une grande concentration, puis est allé l'enterrer sous une pierre du jardin. Je me souviens également qu'il m'a guéri des oreillons, en quelques heures, lorsque j'avais 4 ans. Il me revient parfaitement la sensation de chaleur qui se dégageait de ses mains. Ensuite, il a dormi pendant près de 24 heures. Des choses m'échappaient, je le sentais, mais je n'arrivais pas à les cerner. Un soir, en rentrant de l'école, j'ai découvert ma mère et une de ses amies, assises à la table ronde du salon, accompagnées d'une femme que je ne connaissais pas. Ma mère m'a dit de ne pas rester là et d'aller dans ma chambre, que ce qu'il se passait ici n'était pas pour les enfants. Il n'en fallait pas plus pour me donner l'envie de les espionner. Quelle fut ma surprise quand j'ai entendu cette femme parler de communication avec les morts et sortir un drôle d'objet que je n'avais encore jamais vu. Un pendule. Elle l'a fait tourner dans un sens, puis dans l'autre. J'étais un peu effrayée. Ma mère l'avait-elle fait venir pour me soigner ? Pour que je devienne normale, comme tout le monde ? Quand ma mère et son amie se sont dirigés vers le jardin pour exécuter une sorte de rituel que l'inconnu leur avait demandé de faire, j'en profitais pour aller voir de plus près cette drôle de dame. À mon approche, elle a souri. Je savais qu'il fallait faire vite avant que ma mère ne revienne, mais il fallait que je sache. « Savez-vous comment fait mon père pour soigner avec les mains ? Est-ce que vous aussi vous faites ça ?» Elle m'a lancé un regard plein de tendresse et m'a expliqué que mon père avait un don, le magnétisme, qui avait dû lui être transmis par son père et qu'il le transmettra à mon frère. J'étais déçue. Et moi je ne peux pas l'avoir, ce don ? Elle m'a répondu que non, que soit c'était transmis de mère en fille, soit de père en fils, et ce n'était donc pas pour moi dans cette famille. Je suis vite repartie dans ma chambre en colère. Et qu'est-ce qu'elle en savait, elle, d'abord ? Et qui avait décidé que ça se transmettait comme ça ? La vie me semblait de plus en plus injuste, le sentiment que tout ce qui me plaisait était réservé aux hommes.
La colère qui m'habitait déjà depuis un moment prenait de plus en plus de place à l'intérieur. Il m'a d'ailleurs fallu plus de 10 ans pour me détacher de cette fausse croyance qui a agi comme une barrière mentale et m'a empêché de développer mes capacités de guérison. Effectivement, tu as dû éteindre beaucoup de lumière en toi, mais rien pour l'instant dans ton histoire ne t'a endommagé au point d'avoir besoin de guérison. Je devine donc que tu as vécu encore pire. Si ça n'est pas douloureux pour toi, je veux bien savoir. Je t'avais dit que c'était une longue histoire. Effectivement, il y a eu un tournant dans ma vie. Chaque jour, en rentrant du collège, la première chose que je faisais était de me mettre en tenue de danse. Musique pas trop forte, pour que mes parents me croient en train de faire mes devoirs, et je dansais face au grand miroir de ma chambre. J'ai appris à faire mes pas chassés avec des pieds de velours. Il ne fallait surtout pas que mes parents m'entendent sauter et virevolter depuis le rez-de-chaussée. La porte verrouillée de ma chambre était mon rempart. Ça me laissait le temps de remettre des vêtements lambda et d'ouvrir mes livres d'école sur mon bureau. À leur entrée dans ma chambre, rien ne laissait transparaître mon entraînement acharné quotidien, si ce n'est mon souffle haletant. Je suis devenue maître de l'illusion. Ne faisant jamais mes devoirs et n'écoutant rien en cours, mes notes étaient catastrophiques. Je passais chaque cours à bosser mes pointes, discrètement sous ma chaise, et à écrire de nouvelles chorégraphies. Il me fut donc facile de faire croire à ma mère que j'avais des cours de soutien de maths chaque mercredi après-midi. Je pouvais alors filer en douce à des cours de danse classique que je payais avec mon argent de poche. Je devais courir vite après mon cours à l'autre bout de la ville pour rentrer dans le collège et faire semblant d'en sortir quand ma mère venait me chercher. J'ai fait ça pendant 2 ans sans jamais me faire prendre. À l'âge de 15 ans, n'ayant toujours pas changé d'idée de métier, j'ai fini par convaincre mes parents de m'inscrire à sport-études. Le débat a duré plusieurs mois. Un jour, ils m'ont annoncé, sourire en coin, qu'ils étaient d'accord, mais qu'ils s'étaient renseignés et qu'il me fallait au moins 13 de moyenne générale pour rentrer à sport-études. J'ai sauté de joie et leur ai affirmé que j'y arriverais. Je plafonnais à 9 points de moyenne générale depuis des années. Ils étaient donc certains que je n'y arriverais pas, mais ils n'avaient à cet instant aucune conscience de la puissance de ma motivation. Je me suis mise à écouter en cours et à faire mes devoirs. Au trimestre suivant, j'ai atteint facilement les 13,5 de moyenne. Depuis près d'1 an, j'avais ajouté à mon programme déjà chargé des cours de danse contemporaine à la prestigieuse école du CNDC, le Centre national de danse contemporaine d'Angers. Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré 2 professeurs qui croyaient en mon talent. Quand j'étais là-bas, je me sentais mieux que je ne l'avais jamais été. Ces cours étaient une vraie bouffée d'oxygène dans ma vie.